avons fait de nombreux groupes de travail avec des professionnels de santé. Nous sommes partis donc du constat que la personne âgée, suite à une chute, est souvent précipitée vers la dépendance. Et que ces personnes âgées, bien souvent, souhaitent quand même rester chez elles. Donc il s'agissait de mettre autour de la table des filières numériques, les acteurs du maintien à domicile, donc les structures de maintien à domicile, les bailleurs sociaux également. Nous avons rencontré de nombreux acteurs afin de coupler des listings de gens qui pourraient potentiellement être intéressés par l'expérimentation. Alors l'expérimentation, nous avons quelque chose qui peut peut-être... C'est comme ça, vous connaissez... Voilà. Un petit support qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous avons mené. Alors, c'est une expérimentation que nous avons voulu mener sur l'agglomération, qui est une expérimentation totalement gratuite. Il s'agissait d'équiper une vingtaine de logements en urbain et en rural, comme nous vous le rappelons. Une vingtaine de logements avec des outils domotiques, des outils non invasifs, des outils qui pouvaient être retirés à la demande, s'ils étaient déplaisants pour les gens, des outils qui ne méritaient pas de gros travaux. Alors, faciliter les déplacements nocturnes, vous voyez, on vous a mis un petit schéma, c'est simplement un chemin lumineux qui s'éclaire quand la personne se lève de son lit, un chemin lumineux qui est déclenché par un capteur. On rentrera plus en détail si vous le souhaitez. Des capteurs également de présence et de chute. Donc là, on vous a mis juste un petit dessin. En fait, c'est simplement... nous sommes partis aussi du constat que les gens, parfois, passent la nuit par terre suite à une chute et ne pensent même pas à appuyer sur les petits boutons de pressoir qu'ils ont autour du poignet ou qu'ils ont autour du cou, qui sont loués par les familles. Ils oublient, ils sont sous le choc, ils oublient qu'ils ont cette alarme autour du cou, autour du poignet. Et du coup, les pompiers, ou bien la famille, ou bien les voisins, ou bien l'infirmière qui passe le matin découvre la personne qui a passé toute la nuit par terre. Donc il s'agissait de trouver une solution pour que justement, si pas de mouvement est détecté, donc là je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui a été travaillé avec les entreprises, nous avons mis en séquence, si vous voulez, l'activité type de la personne toute la journée et toute la nuit. C'est-à-dire, on a imaginé que cette personne, c'est à la carte. On a imaginé qu'une personne ne doit pas rester plus d'1 heure et demie dans sa salle de bain, ou se lève 5 ou 6 fois par nuit. On a considéré donc qu'en fait, alors ça c'est quelque chose qui est également très ajustable et ajusté, on a considéré que la personne pouvait dormir 3 heures de suite, pas plus. Voilà, donc ça c'est un capteur de présence qui alerte un tiers si les mouvements deviennent anormaux, si la personne est statique trop longtemps ou si la personne bouge anormalement. On a également constaté que certaines personnes chutaient quand elles se précipitaient pour ouvrir la porte, ou que d'autres chutaient et restaient longtemps par terre, et puis personne ne pouvait rentrer. Donc il s'agissait également de proposer aux entreprises de travailler sur l'ouverture de portes à distance. Donc vous voyez, un petit boîtier a été mis en place par un porteur de projet, une entreprise, qui permet, en fait ce petit boîtier est à l'extérieur de la porte d'entrée. Il y a un code qui est connu par des tiers de confiance, voire même par les pompiers, par un voisin, et dedans se trouve la clé. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui ont été élaborées par des entreprises qui ont été partie prenante de ce qu'on appelle un LUPI, un laboratoire des usages et pratiques innovantes, un LUPI qui a été piloté par l'ADEL, l'Agence de développement économique de la Loire, par la Cité du Design de Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai qu'ils nous ont aidés à mener à bien, à mettre les entreprises du territoire autour de la table et à trouver des solutions tous ensemble pour apporter une plus-value au maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, alors peut-être Thierry, si vous voulez dire 2 mots sur l'existant actuellement, combien de logements sont équipés? Voilà, donc effectivement, moi je suis Thierry Athénor, donc responsable à Rouennais Agglomération, donc de la mise en place de ce projet. Donc on avait l'objectif d'équiper 20 logements sur le territoire de Rouennais Agglomération. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on en est à 13 logements. Alors, pourquoi 13 logements? Parce qu'on est sur la base du volontariat. On a rencontré à la fois les structures de maintien à domicile, les bailleurs sociaux, et qui nous ont aidés à choisir des personnes qu'on pouvait aller visiter, rencontrer et expliquer le dispositif. Donc on a quand même un certain nombre de gens qui nous ont dit oui, d'autres qui étaient plus hésitantes. On est sur un public qui est quand même assez, je dirais, hésitant par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies. On a donc installé les équipements que Clotilde Robin vous a décrits, et à ce jour, on a quand même des premiers éléments de bilan qui sont plutôt satisfaisants, hein, notamment
un sentiment de sécurité qui est réel, le fait que les appareils ne sont pas invasifs, puisqu'on installe les appareils, contrairement à une téléassistance classique, notamment qu'on est obligé de mettre au poignet ou autour du cou. Là, c'est l'appartement qu'on équipe, donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème d'utilisation. Ça favorise bien sûr le maintien dans le logement, puisqu'on est sur des équipements qui sont faits pour des publics plutôt âgés et en dépendance. Et on a constaté aussi que ça apportait parfois du confort aux professionnels du maintien à domicile, puisque notamment le chemin lumineux, quand ils arrivent dans l'appartement, il arrive que ça leur évite d'allumer la lumière, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, je vais passer la parole à Clotilde Robin pour le PLH. Alors, cette expérimentation avait quand même un but. Il s'agissait pour l'agglomération de s'engager bien sûr politiquement sur la problématique de la personne âgée, sur la problématique de la dépendance, mais également de participer au volet à la rédaction du PLH, Plan local de l'habitat, qui était en cours de rédaction. Et le PLH, pour la première fois, avait un volet gérontologie, auquel bien sûr nous étions partie prenante. Donc moi j'ai essayé de beaucoup m'impliquer dans la rédaction de ce volet-là. Et les nouvelles résidences qui vont voir le jour sur le Rouennais prochainement, les résidences à destination des seniors, seront équipées de logements peu ou prou similaires à ceux qu'on vient de vous décrire, avec des améliorations bien sûr, puisqu'il s'agissait d'une expérimentation, et comme toute expérimentation, il y avait des améliorations à apporter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un PLH qui est rédigé pour 2016-2021, et les nouvelles résidences, donc il y en a une à Roanne, une à Saint-Romain-la-Motte et une à la Pacaudière pour l'instant en projet, seront toutes équipées de ces systèmes de domotique et de facilitation du maintien à domicile. Et surtout pour pouvoir éviter la chute des personnes âgées et éviter qu'elles arrivent aux urgences en catastrophe, en pleine nuit, suite à une chute dans le noir. Voilà. Donc c'est un projet, alors je le redis, qui est expérimental, donc qui est expérimenté sur une année. Les outils sont mis à disposition gratuitement par l'agglomération, peuvent être enlevés au bout de l'année d'expérimentation si ça ne convient pas, ou laissés gracieusement dans les appartements des gens. Voilà. Alors, on vous a remis un petit budget, vous voyez, un budget malgré tout important. L'agglomération en autofinancement, c'était 21 000 €, puisque nous avons eu des fonds fédéraux, comme je vous le disais au début. La CARSAT, les caisses de retraite ont participé également. Et puis, l'Agence de développement économique de la Loire. Alors, notre collègue avec laquelle nous avons travaillé ne pouvait pas être là cet après-midi, puisque c'était l'Assemblée Générale. Donc, Chantal n'est pas là cet après-midi. Mais voilà, la DEL 42 a très très largement participé à hauteur de 176 000 € avec un autofinancement de 64 000. Vous voyez, alors si vous voulez, j'ai quelques montants des outils, si ça vous intéresse. J'avais le chemin lumineux, l'unité, c'était environ 2 000 €. Les capteurs de chute et de présence, environ 3 500 €. Et l'ouverture des portes, 1 600 € l'unité. Voilà. Par contre, bien sûr, quand c'est fait à grande échelle, comme dans les résidences qui seront équipées directement, c'est pas à ces couleurs. Là, c'est vraiment à l'unité, dans des logements déjà existants. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement. Le besoin, nous sommes partis effectivement du besoin de la personne. Nous ne sommes pas partis le nez au vent et le vent en poupe. Nous sommes partis du besoin vraiment réel de la personne par le biais de ce laboratoire des usages et processus ou pratiques innovantes de ce projet. Voilà, il s'agissait vraiment d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des personnes âgées, par petits groupes, d'ensuite se réunir pour savoir ce qui en était ressorti, ce qui était ressorti de ces rencontres. Fournir un service de lien social, alors là, Thierry peut-être va reprendre la main pour vous expliquer la suite que nous allons donner à cette expérimentation. Voilà, on vous a parlé un moment du LUPI, du laboratoire des usages et processus innovants. Donc dans ce LUPI, on a pu, je dirais, déterminer que les besoins principaux des personnes âgées, c'était ceux qu'on vous a décrits, c'est-à-dire le fait de sécuriser les déplacements nocturnes, le fait de protéger de la chute, le fait de pouvoir accéder au logement,
mais également l'ensemble des acteurs qui ont réfléchi à ce projet se sont dit qu'il serait quand même intéressant de réfléchir aux questions du lien social, notamment des possibilités pour les personnes âgées, je dirais de faire des déplacements, d'organiser des activités conviviales, des activités culturelles. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi un terrain à creuser et que les outils domotiques et technologiques pouvaient également nous apporter des choses par rapport à ces questions-là. Donc on est en cours de réflexion là, par rapport à ces questions-là. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup avancé, mais on a des premières réunions entre professionnels qui vont démarrer et on va anticiper justement sur le besoin du public âgé en échange, organisation d'activités conviviales, accès à des services de proximité. On sait qu'il y a des choses qui existent, on va voir quelles elles sont, et surtout ce qui peut être éventuellement proposé à des personnes âgées qui ne sont pas toujours, comme on l'a dit, réceptives pour l'instant aux nouvelles technologies et au numérique. Je propose de continuer la table ronde. On parle de la domotique, donc effectivement là, la démarche est partie d'un besoin d'usager. On a essayé de trouver des solutions avec les outils disponibles, mais on sait que les logements vont profondément évoluer dans le futur grâce au numérique et notamment à l'arrivée du FTTH, donc la fibre optique chez l'habitant, qui grâce à des débits très importants permettra de transférer beaucoup plus d'informations. Et donc monsieur Sébastien Juillard est directeur de la société Domoticom, donc c'est une société qui est complètement investie dans ce domaine, et en même temps il est membre de la Fédération française de domotique. Donc je pense que vous devez pouvoir nous apporter une bonne vision des possibilités qui vont être offertes dans le futur, dans les nouveaux logements connectés. Oui, merci. Donc Sébastien Juillard, société Domoticom. Donc effectivement, je suis gérant d'une petite société qui fait du conseil, de l'installation, de l'intégration de systèmes domotiques pour mes propres clients, mais aussi pour d'autres installateurs, d'autres électriciens, d'autres chauffagistes, etc. Donc la domotique, effectivement, ça concerne beaucoup de sujets dans l'habitat connecté. Donc une fois qu'il est connecté, cet habitat, il faut aussi pouvoir le rendre intelligent et lui permettre de faire un certain nombre d'actions. Donc on va agir sur différents domaines de l'habitation, comme l'énergie, la sécurité, le confort, la santé, le multimédia. Donc la santé, on vient déjà d'en parler beaucoup, c'est effectivement un sujet qui est très d'actualité dans le domaine de la domotique, justement alors pour le maintien à domicile des personnes âgées, mais pour aller plus loin aussi le maintien l'aide aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Alors par des systèmes tels que ceux qu'on vient de voir à l'instant, mais aussi par des automatisations de portes d'entrée, de baies vitrées, de volets roulants, d'éclairage, enfin voilà, tout ce qui peut être en fait piloté dans une maison. Au niveau de la santé, la sécurité, c'est souvent un sujet qui est assez courant, on le voit souvent chez les personnes âgées, je pense que vous avez dû pouvoir le voir. Le problème de la sécurité est souvent important pour ces personnes qui sont vulnérables. Et le fait de pouvoir alerter leurs proches et d'avoir ne serait-ce qu'une alarme qui les protège la nuit et des intrusions, etc., apporte aussi beaucoup de confort et d'aide à ces personnes. Voilà, au niveau du confort, alors effectivement, tout ce qui va permettre d'automatiser la maison, les volets roulants, la lumière, etc. Bon, c'est des sujets qui sont du confort, mais qui concernent aussi tous les autres sujets. C'est-à-dire que quand on va jouer sur une automatisation de volets roulants, par exemple, bon, la personne bien portante va trouver ça très pratique en partant au travail d'appuyer sur un bouton, ça va lui fermer tous ses volets, ça va lui éteindre toutes ses lumières, etc. Très bien, mais ça va être aussi d'une aide importante pour des gens qui ont des problèmes de mobilité et qui auront du coup plus de simplicité à le faire. Voilà. Au niveau de l'énergie, alors il y a aussi beaucoup de solutions
pour diminuer l'impact énergétique de la maison, de l'habitat. Et notamment, la première chose que l'on fait quand on travaille sur l'énergie, c'est déjà de montrer aux utilisateurs quelles sont les sources de consommation. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est de mettre des indicateurs de consommation qui permettent de mesurer chaque point de consommation. Voilà, donc l'éclairage, la cuisson, le chauffage, bien sûr, qui est le poste souvent le plus important. Enfin, toutes les consommations de gaz, consommation d'eau. Donc on a tout un tas de points de mesure qui peuvent être relevés pour indiquer quelles sont les sources de coûts et de consommation. Alors il y a aussi effectivement dans l'habitat connecté, ce qui est aussi important. Alors justement, quand on va avoir après une maison qui va être domotisée, intelligente, sur laquelle on peut faire des automatismes, des programmations, des planifications. C'est-à-dire qu'on peut planifier par exemple qu'à un certain horaire, on va fermer l'ensemble des volets par exemple. Et aussi l'audio et le vidéo multi-room et tout ce qui est en fait multimédia. Donc ça va être très important d'avoir de la connexion et de la connexion de bonne qualité et du coup connexion par fibre optique et enfin, en tout cas avec des bons débits de trafic. Alors voilà, alors ça c'est tous les équipements qui peuvent être concernés par la domotique, hein, donc l'éclairage, évidemment les ouvrants, l'alarme, la vidéo, l'arrosage du jardin, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, la ventilation, le chauffage bien sûr, qui sont des points très importants. Alors ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le travail dans le milieu du bâtiment, avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, a tendance à, enfin, et même c'est même important, je l'ai entendu tout à l'heure dans une autre conférence, de désiloter le fonctionnement du bâtiment. C'est-à-dire que le chauffagiste ne va pas travailler tout seul dans son coin de manière verticale, l'éclairagiste non plus. Voilà, il faut que tous les métiers du bâtiment s'entendent et soient coordonnés de manière à arriver à faire communiquer tous les systèmes de l'habitat. Si on veut, alors aujourd'hui c'est ce qui est quand même très tendance et ce qui a relancé la domotique aujourd'hui, parce que la domotique existe depuis très longtemps, mais ça s'était assez peu développé. Ce qui relance aujourd'hui la domotique, c'est le numérique, la transition numérique, c'est l'apport des nouveaux moyens de communication, notamment les smartphones, les tablettes. Donc si on veut, à partir d'une seule application, par exemple sur sa tablette, pouvoir piloter l'ensemble de ces équipements, il faut bien sûr qu'on ait des protocoles de communication entre les différents systèmes qui puissent communiquer entre eux de manière à pouvoir utiliser un même système. Donc là, pour ça, on va rentrer dans la technique et du coup dans les protocoles de communication qui sont utilisés. Donc là, ils sont très importants. C'est un très vaste domaine. Et ça m'amène à parler du marché de la domotique, hein, d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on trouve de très nombreux produits en domotique. On voit de plus en plus de communication dans les médias des opérateurs de téléphonie, des fournisseurs d'accès à Internet, comme Orange par exemple, qui proposent aussi des solutions domotiques qui sont incluses avec leur box. Enfin, on voit de plus en plus de communication et de publicité là-dessus. Donc, je voulais juste essayer de les classer un petit peu. Donc, moi, je considère qu'il y a trois grandes familles de domotique. Hein. Donc, il y a les produits sans fil avec des protocoles propriétaires, souvent vendus dans des grandes surfaces de bricolage, comme Castorama et d'autres. Donc là, c'est plutôt destiné à des jeunes, j'en vois beaucoup dans la salle, qui vont avoir un esprit assez technique et qui vont se lancer, essayer de bidouiller, entre guillemets,
leur installation. Donc ça se fait, hein, il y a des systèmes qui fonctionnent. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après il y a des produits donc sans fil, toujours, donc sur des protocoles qui sont, alors on va toujours parler de protocoles ouverts et fermés, ou ouverts et propriétaires. Donc les protocoles Z-Wave et ONOCEAN par exemple sont des protocoles qui sont ouverts, hein, qui sont pas destinés à un seul constructeur. Donc ceci, c'est probablement, je pense, ceux qui ont été utilisés par l'expérience qui a été faite juste avant, parce que c'est des produits donc, qui commencent à être, alors qui sont diffusés dans le réseau professionnel de plus en plus, mais aussi qu'on trouve sur les réseaux internet, hein, avec des box qui vont permettre de piloter ces équipements radio. Alors l'avantage de ces produits-là, c'est qu'il y a une multitude de fonctions associables, hein, des variateurs de lumière, des commutateurs, des capteurs de température, des capteurs d'eau, de CO2, enfin, tout ce qu'on veut. Et ça va être très pratique pour faire justement des installations de ce type et de la rénovation, puisqu'on n'aura pas besoin de réaliser de gros travaux, ça peut être mis en place assez rapidement. Et de ce côté-là, c'est une bonne technologie. Après, on va par contre se heurter à des problèmes de propagation de signaux, puisqu'on est en radio. Donc si on a des murs épais, des murs très épais, des portées un petit peu plus longues, là on va avoir un peu de problème de propagation de signaux. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt dédié à de la rénovation. Et puis en dernier, donc les produits filaires, donc là qui sont pour le coup beaucoup plus destinés à du neuf et des installations déjà un peu plus conséquentes en termes de fonctions. Donc notamment il y a le protocole KNX qui est connu par l'ensemble de toute la profession domotique, qui est le standard numéro 1 utilisé aujourd'hui dans le monde et qui a une bonne fiabilité du fait qu'elle existe déjà depuis de nombreuses années. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Donc, monsieur Alain Trémaux, vous êtes chercheur au laboratoire Hubert-Curien à Saint-Étienne, et vous travaillez moins sur le logement, mais plus sur la personne et ses perceptions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de vos recherches? Bien sûr. J'ai juste être transparent, mais avec absolument pas de texte. Peut-être de texte, juste quelques images pour illustrer mes propos, qui seront très complémentaires par rapport aux propos qui ont été tenus précédemment. Donc, je suis dans un laboratoire de recherche où on fait un certain nombre on mène des travaux de recherche et de développement, notamment dans le cadre d'un certain nombre d'applications autour de l'habitat connecté ou autour des capteurs embarqués sur les usagers, en vue notamment de définir peut-être ce que serait un nouveau métier, celui de l'ergonomie numérique. Vous savez que les ergothérapeutes accompagnent certaines personnes souffrant soit suite à une chute, une difficulté à se déplacer dans l'espace, soit des personnes âgées, soit des personnes déficientes visuellement, à essayer d'aménager leur intérieur en vue de faciliter un certain nombre de tâches. Tout un tas d'entreprises, de grands groupes maintenant travaillent effectivement, comme M. l'a souligné tout à l'heure en domotique, pour mettre des capteurs partout dans votre domicile en vue de vous aider, par exemple, pour prévenir les chutes. Maintenant, il est possible d'avoir des capteurs qui permettent, par rapport à une personne de données qui se déplace dans son environnement intérieur, d'anticiper où cette personne se situe dans son espace et en fonction de la distance qui la sépare avec des cellules à des objets, à 20 cm près, de l'alerter quant au fait qu'il y a un obstacle près d'elle et qu'éventuellement cet obstacle risque de créer une chute. J'entends notamment des obstacles fixes. À ce moment-là, vous avez des cellules qui permettent de faire ça, mais aussi des obstacles mobiles.
notamment pour les personnes déficientes visuellement, qui ont des chiens ou des chats qui sont toujours dans leurs pattes sans qu'ils s'en aperçoivent, couchés par terre au milieu de leur passage quand ils vont dans leur cuisine ou dans leur salle de bain. Et il faut qu'ils puissent détecter, avant même de mettre le pied dessus, où se situe le chien dans l'espace. À ce moment-là, on ne va pas utiliser les conditions, on pourrait embarquer aussi des cellules sur les animaux domestiques, on peut utiliser aussi tout un tas de caméras. Nous, ce que l'on fait dans notre laboratoire, mais c'est ce qui se fait aussi dans tout un tas de laboratoires, par exemple chez Philips, c'est qu'ils ont des expériences lab. C'est-à-dire qu'ils mettent des capteurs dans une pièce donnée, type aménagement intérieur, comme vous pourriez avoir chez vous, ou alors des systèmes qui sont portables. C'est en l'occurrence ce type de système que nous avons dans notre laboratoire. Et donc pour des UGV qui seraient volontaires pour ce type d'études, on aménage leur intérieur et on est capable de modéliser au cours du temps, sans perturber leur vie au quotidien, quelles sont leurs actions au quotidien. Où ils vont, à quel moment, pendant combien de temps, quelles actions ils font, pourquoi ils prennent ce chemin-là plutôt qu'un autre dans l'appartement pour aller d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'ils font pour, quand ils font leur thé, etc. Et voir la difficulté qu'ils ont à accomplir ces tâches-là. Et en fonction de ces difficultés-là, on va pouvoir soit réaménager leur intérieur, soit effectivement les accompagner de façon à ce qu'ils évitent des erreurs qu'ils font au quotidien. Typiquement, des personnes âgées qui vont faire leur thé, ils ont du mal à localiser où est la gazinière, il ne faudrait pas qu'ils se brûlent, ou ne serait-ce que quand ils vont verser leur thé dans ils utilisent une bouilloire, il ne faut pas qu'ils se brûlent, tout simplement en mettant l'eau dans le récipient pour voir si le niveau de verre il est suffisamment rempli. Ça, on peut faire entre guillemets non pas de la télésurveillance ici, mais voir quelle est leur pratique au quotidien. Et à partir de là, notamment par exemple, pour l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, modifier les conditions d'éclairage de leur environnement pour rendre cette tâche-là plus facile. Vous avez parlé de chemin lumineux tout à l'heure, c'est typiquement une pratique qui est développée par des grands groupes comme Philips, où effectivement on va accompagner la personne dans son appartement pour l'aider à mieux localiser les endroits où elle doit se rendre, et à mieux localiser, que ne sais-je, la cafetière du micro-ondes ou autres éléments qui lui sont indispensables. Le seul inconvénient des produits actuels, notamment des chemins lumineux, ou de quelques solutions que vous avez précédemment mentionnées, c'est qu'elles ne sont pas interactives. Or, l'usager a besoin d'interagir avec le système pour garder son autonomie et pour pouvoir s'adapter en fonction de ce qu'il veut faire ou de son confort. Je parle notamment des personnes d'un certain âge ou des personnes qui sont déficientes visuellement. Vous savez que certaines personnes sont très vite éblouies. Ou vous savez que certaines personnes soit ont une vision tubulaire, soit sont atteintes de glaucome, et au fur et à mesure des années, malheureusement, ils perdent leur autonomie. Mais ils veulent garder leur autonomie. Et il y a des moyens de faire ça. Et vous ne pouvez pas jouer directement sur les bandeaux lumineux. Typiquement, votre vision des couleurs va changer à travers le temps. Et vous allez être plus confortable avec certaines longueurs d'onde, par exemple la gamme des verts, plutôt que dans la gamme des bleus ou la gamme des rouges. Mais suivant la tâche que vous accomplissez, peut-être que l'éclairage vert vous sera plus favorable, ou vous vous sentirez plus confortable avec cet éclairage-là qu'avec un autre éclairage. Ça, ce sont des choses que ne font pas encore des grands groupes comme ces laboratoires-là, les expériences lab de ces grands groupes-là, mais c'est ce que l'on fait nous typiquement dans notre laboratoire. Et on a mené par exemple des actions avec une start-up française à Paris sur l'équivalent, on va dire, du Google Glass. Si ce n'est que c'est une start-up française qui a développé ce type de produit. Et on l'a utilisé avec des malvoyants. Le seul problème, c'est qu'en France, on est extrêmement limité, parce qu'à ce moment-là, on touche au secteur médical dans l'utilisation de produits de ce type-là. Et notamment pour faire des expérimentations avec des malvoyants en mobilité, il faut effectivement qu'il y ait un protocole médical, un accompagnement de cliniques spécialisées, parce qu'effectivement, au cas où la personne chuterait dans son environnement intérieur, il y aurait des problèmes de responsabilité. Ça a beaucoup freiné cette entreprise à développer ce produit-là pour ce type d'usage. Nous, de notre côté, on est obligés de faire ce type d'expérimentation à l'étranger, notamment en Thaïlande ou à Oxford, en Angleterre, tout simplement parce que les contraintes réglementaires ne sont pas les mêmes que chez nous.
Donc ça, c'est un frein qui est important à souligner. Je reviens ici sur cet exemple-là. Donc en fait, c'est l'équivalent de Google Glass. C'est un produit qui n'a pas du tout marché parce que les fonctionnalités n'étaient pas en phase avec les attentes des utilisateurs. Là, cette entreprise-là développe l'équivalent d'un Google Glass, c'est-à-dire que vous avez des caméras qui filment votre environnement. Et à partir de là, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on projette, c'est la réalité virtuelle, on projette des contours. Quand vous percevez les objets, quand vous percevez les chaises ou l'ombre ici portée de la chaise au sol, et malheureusement l'ombre va vous cacher un certain nombre de choses, en fait, ce qui vous permet de détecter les objets, ce sont les contours. Et si vous rehaussez les contours, si vous superposez une information visuelle de contours sur ce que vous voyez, vous percevez beaucoup mieux le monde dans lequel vous naviguez. Simplement, cette superposition des contours dépend de votre acuité visuelle. Grosso modo, il faut que l'épaisseur des contours soit adaptée à votre vision, ou suivant ce que vous voulez faire. Et donc, suivant le moment dans la journée, si vous avez l'équivalent d'un smartphone, parce qu'il faut que ce soit un système qui soit portable, l'usager va, avec un bouton, adapter l'information additionnelle qu'il reçoit en fonction de ce qu'il veut faire. Et de même, ce que je mentionnais tout à l'heure, sur les contours, la plupart des personnes âgées atteintes de glaucome préfèrent nettement utiliser des contours qui sont en jaune ou en vert, et surtout pas en bleu, compte tenu de leur pathologie. Mais d'autres patients, eux, au contraire, préfèrent l'information bleue. Et donc, il faut interagir avec ça. Et donc, nous, on a fait pas mal d'études avec des cliniques de réadaptation, notamment dans le sud de la France, ou avec des associations de personnes malvoyantes. Et je suis assez surpris, entre guillemets, de la contradiction du résultat de ces études par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, mais ça concerne peut-être une population très particulière. Ceci, c'était essentiellement effectivement des personnes d'un certain âge. Je pense notamment à l'association Aramab à Paris, une association de personnes déficientes visuellement. On a fait des expérimentations avec ces personnes-là, et ils nous ont dit, nous on a que contribué au développement d'un prototype. Waouh! Ah, mais nous on est prêts à vous aider, on veut faire les tests avec vous, mais ça va nous changer notre vie, notre quotidien, etc. Ils étaient extrêmement ouverts, et pourtant la personne la plus âgée avec laquelle on a fait ce type de test-là, avec des lunettes, alors qu'elle avait elle-même déjà une paire de lunettes, il y a le poids de ce type de capteur, il y a un petit peu l'inconfort de ce système-là, parce que pour le moment ce n'est que des prototypes. Elle avait 94 ans, mais ça lui a, c'est qu'à lui dire, ça lui a ouvert une nouvelle vision de son autonomie à domicile. Et typiquement, voilà, c'est typiquement ce genre de développement que l'on fait dans notre laboratoire. Mais pour faire ce type de développement, on n'utilise pas, entre guillemets, les produits du marché. On essaie d'anticiper ce que seront les produits de demain. Pour résumer très rapidement nos actions et la complémentarité de nos actions avec les interventions qu'on a vues avant. Je peux juste ajouter sur ce que vous disiez. Nous avons aussi, nous c'est aussi une expérimentation grandeur nature, parce que nous sommes allés chez les gens, et ce sont des entreprises locales qui se sont imprégnées du produit, qui sont imprégnées du projet, qui ont participé à ce fameux laboratoire dont je parle au départ, et qui ont eu des idées, qui sont retournés voir les gens plusieurs fois, qui ont réadapté les LED, effectivement, les mettant à la hauteur qui convenait, pour pas que les gens soient éblouis, pour qu'ils continuent de voir leurs pieds, qu'ils ne voient pas une espèce de flou. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a été vraiment affiné, vraiment travaillé. C'est pour ça que nous avons travaillé sur un tout petit nombre de personnes, et puis que nous allons de là le développer à grande échelle. Moi, je vais juste préciser que je suis infirmière à domicile, toujours en activité, et c'est vrai que ce projet-là, moi, m'a beaucoup porté, parce que j'avais l'impression de vivre la problématique de ce que je vivais chez mes patients, de transposer un petit peu le projet de ma vie professionnelle à mon rôle d'élu. Et c'est vrai que moi j'invite tous les jeunes qui sont là à s'impliquer aussi dans les collectivités territoriales sur lesquelles ils habitent, parce que je pense que tout un chacun, on a vraiment à apporter une plus-value, non seulement au sein de notre profession, mais aussi dans les rôles qu'on peut avoir au-delà. Et voilà, moi je pense qu'on a vraiment tout à gagner. C'est des projets qui sont phares, qui sont extraordinairement intéressants. Alors vous, effectivement, dans des laboratoires, nous à des échelles peut-être un petit peu différentes, mais les collectivités territoriales de proximité, telles une agglomération, qui est quand même, même si on respecte qu'on est nombreux, mais c'est toute petite échelle, 40 communes, c'est pas grand-chose, eh bien on a vraiment tout notre rôle à jouer pour essayer de dynamiser les entreprises qui sont partie prenante. Nous, on a vraiment trouvé des entreprises et des petites PME, des toutes petites PME du secteur, qui étaient partie prenante et qui cherchent à développer des choses. Voilà, qui se sont rendus au chevet des gens, c'était très très intéressant. Voilà.
Merci à tous nos intervenants, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a bien choisi des interventions complémentaires entre la recherche en amont qui permet d'imaginer quelles sont les possibilités dans le futur, les gens de la domotique qui réfléchissent à des solutions intégrées par rapport au logement, et puis le territoire qui essaye, avec des vrais gens, de trouver des vraies solutions. Donc je pense qu'il faut effectivement relier toutes ces composantes pour travailler sur des projets plus globaux. Donc le temps des questions est venu. Est-ce que des personnes dans la salle auraient des précisions à demander à nos intervenants? Des questions à Clotilde Robin, la représentante du territoire? Ça a été parfait. Vous êtes peut-être un peu long, non? Oui. Bonjour, Dominique Giron, donc, du Puy-de-Dôme, élue donc vice-présidente du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Je vais poser la question donc, par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur le projet et de dire donc on va l'étendre, donc c'est plutôt bien, enfin à moyenne échelle hein, peut-être. Et quelle est la modélisation économique que vous avez trouvée donc, dans l'extension par rapport au partage financier qu'on a vu? Alors, la modélisation économique, vous entendez par là comment on va pouvoir... Alors, pour l'instant, le département travaille sur éventuellement la possibilité d'inclure justement ces produits-là dans les forfaits qu'on nous sont du communautaire. Pour l'instant, c'est juste on est au balbutiement de ce travail-là. La modélisation économique se fait à grande échelle. Nous, les prix que je vous annonçais tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est à l'unité. Effectivement, les résidences qui seront construites entièrement adaptées par la domotique que vous décriviez, et puis nous, ce que nous avons pu vivre sur le territoire, écoutez, ce sera inclus dans le prix total. Donc, c'est très intéressant, hein, très très intéressant. Financièrement, il y a aussi une entreprise qui développe ce qu'on appelle ce qui s'est appelé les maisons de Siméon. Et ce sont des maisons qui seront à acquérir par contre à l'achat, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, les résidences de bailleurs sociaux, à l'achat. Et ce sont des résidences que je vous invite à venir visiter quand la première sera sortie de terre. Parce que alors là, c'est extraordinaire, c'est de la domotique, certaines connaissent, non? Je vois que vous bouchez la tête, non? Avec des rampes lumineuses, avec des salles de bain adaptables, une maison complètement modélisable. Au fil du temps, une salle de bain qui évolue au gré de l'évolution de la dépendance pour certaines personnes qui peuvent être atteintes de maladies chroniques. On peut penser aux scléroses en plaques, ou choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Modélisation économique, pour l'instant, non, on a peu de retours. Peu de retours. Il faut peut-être préciser qu'on a lancé l'expérimentation en septembre 2015, donc pour l'instant, il y a beaucoup de choses encore à construire. C'est vrai qu'au-delà des innovations technologiques, maintenant, il faut faire aussi de l'innovation sociale, sociétale, je ne sais pas comment dire, mais on voit bien que tous ces outils-là permettent d'avoir une vision globale et transversale de la personne. Et souvent, les interventions, vous dites que vous êtes infirmière, mais il y a aussi le médecin, il y a aussi la femme de ménage, il y a aussi le travailleur social, enfin il y a plein de gens qui viennent chez les gens, ou qui interviennent pour eux, mais souvent de manière cloisonnée. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a un peu ce qui ressort de la conférence qu'on a eue en première partie, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'usager, et les intervenants doivent partager les mêmes informations, pouvoir se coordonner. Donc il y a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire de coordonner toutes les interventions facilement grâce au numérique. Partage des informations, partage des données. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de travail avant. Il y a les modèles économiques, c'est vrai que c'est un obstacle, hein, parce qu'effectivement, tout de suite, quand on sort du cadre, on ne sait pas financer, c'est pas moi, c'est l'autre. Et là, il faut que justement chacun intègre dans ses propres pratiques ces outils-là comme un outil normal. Voilà, et donc c'est tout le système médico-social. Et c'est vrai que vous dites en médecine aussi, chaque fois qu'on fait une innovation, il y en a pour des années à la valider, alors que dans le monde entier, elle est déjà pratiquée depuis longtemps. On a aussi ces contraintes réglementaires en France qui sont très fortes, et ça c'est aussi un frein. Donc il y a des freins réglementaires, des freins économiques, ça fait beaucoup, mais il n'empêche que c'est l'avenir et il faudra bien qu'on trouve des solutions, tous ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était juste un complément, Capitaine Richard, vous êtes pompier. On parle souvent des coûts justement du
coûts de l'installation, mais on ne parle pas des coûts de la prévention. Et le fait d'éviter des chutes à domicile, l'intervention de 3 pompiers pour faire un relevage, c'est 300 €. Vous avez déjà des départements qui commencent à se dire, c'est pas de l'urgence, ça c'est des interventions, au bout de 2 ou 3 fois dans la même semaine, on va peut-être faire payer les gens ou la famille parce que cette intervention ne relève pas d'urgence. Bien sûr. 5 chutes évitées, c'est le prix de l'installation de votre bandeau de neige, tout simplement. Merci, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que là aussi, souvent, on voit un autobilan pour le phase de neige un peu. Je voudrais juste compléter aussi, parce qu'on parle beaucoup des coûts. Il faut savoir aussi que la domotique est maintenant un marché qui est très concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs sur ce marché-là. Et les prix ont vraiment tendance à diminuer assez fortement. Les fabricants sont très concernés. Des fabricants comme Aguerre, par exemple, fabricant de matériel électrique, poussent vraiment dans le sens de la domotique et pour faire des produits de plus en plus abordables d'un point de vue coût. Et juste une chose aussi par rapport à tout ce qui est réglementation, action auprès des fabricants, j'ai pas pensé parler tout à l'heure de la Fédération française de domotique, qui a un site internet que vous pouvez aller consulter, qui travaille aussi donc avec des fabricants pour essayer aussi d'améliorer les technologies dans le bon sens, qui peuvent aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, et aussi auprès des pouvoirs publics, justement pour essayer de faire évoluer certaines restrictions réglementaires. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou remarques? Moi j'avais une petite question. Il y a donc en fait, c'est une question vraiment de novice. Vous avez présenté un petit peu tout ce qui est technique, installation de matériel, etc. Et on s'aperçoit que ça va générer beaucoup d'informations. La température, beaucoup de données, ça va créer encore des données. Bon, vous n'avez pas cité les caméras, mais bon, on sait bien qu'on peut aussi rajouter des caméras et tout ça. Et moi, ce qui me pose la question, c'est la gestion. Qui va faire la gestion de toutes ces informations par la suite? Est-ce que c'est la famille qui aura un droit de regard par rapport à des personnes âgées qui sont dans un logement adapté? Ou est-ce que ce seront des sociétés privées qui... Parce qu'il y a quand même un problème de confidentialité. On ne sait pas par qui ça va être géré ensuite. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses dans la question. Alors déjà, le volume d'informations qui est généré. En domotique, ce qu'on utilise comme trafic pour faire de la domotique, c'est assez faible. Même des mesures de température, des choses comme ça, des commandes, on n'utilise pas un débit qui est très important. Par contre, en revanche, ce qui consomme beaucoup plus en données, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le multimédia, effectivement, de l'envoi de vidéos. Donc imaginons par exemple que pour des personnes âgées, on veuille mettre par exemple de la vidéosurveillance pour pouvoir contrôler qu'il n'y a pas eu une chute ou quelque chose comme ça. Là, on a besoin de débits effectivement qui sont plus importants dès qu'on veut traiter de la vidéo. Ça, c'est sûr. Après, la confidentialité des données, c'est aussi un sujet qui pose problème, effectivement. Il y a un peu deux manières de le faire. Là, ce qu'on a vu, l'expérimentation en cours, a priori, il n'y a pas de stockage de données nulle part, puisqu'on va juste faire des alertes, donner des statistiques sur des consommations, des choses comme ça. Mais il y a aussi des opérateurs ou des entreprises qui souhaitent en fait récupérer tout ce qui vient de la maison, le mettre sur le cloud pour pouvoir après le traiter et faire des gestions intelligentes pour du traitement de chauffage par exemple, des choses comme ça. Et effectivement, pour la santé, c'est un problème qui est encore plus problématique et qui n'est pas résolu, à mon avis. Les gens savent très bien que les données seront transmises à qui de droit, après, libre à eux de les donner à leurs enfants, à leurs maîtres. Voilà. Tiers de confiance, ce qu'on dit un tiers de confiance. Voilà, ce que vous dites effectivement, c'est vrai, c'est qu'il faut vraiment bien définir les protocoles avec la personne et bien savoir exactement à qui on donne chaque information.
D'autres questions, remarques? Alors une autre, en guise de conclusion, là on parle beaucoup des techniques, des personnes, on a moins parlé des intervenants, c'est-à-dire les personnes qui justement interviennent auprès des personnes. Et c'est vrai que les nouvelles technologies transforment leurs pratiques, leur métier, offrent des opportunités. Alors il y a des contraintes, mais il y a aussi des opportunités. Un gain d'efficacité et puis peut-être aussi plus de facilité à communiquer, à se rapprocher des gens, à être en contact avec eux à distance. Donc l'idée de notre programme départemental aujourd'hui, du développement numérique, c'est de remettre l'humain au centre du dispositif. Parce qu'on est parti des infrastructures, de la technologie, et maintenant on voudrait revenir au fondamental, c'est-à-dire le bénéficiaire, l'humain. Et donc pour ça, il faut aussi prendre en compte la transformation des métiers de tous les intervenants. Donc vous êtes infirmière, mais il y a les travailleurs sociaux du département, il y a les gens qui accompagnent les personnes en insertion. Et c'est vrai que tout ça va transformer leur métier. Donc nous travaillons sur ce sujet en lien avec l'Assemblée des départements de France. Et nous avons décidé, avec cette association, de poser ce sujet pendant la Biennale du Design 2017. Donc ça sera le 6 et 7 avril à Saint-Étienne. Et l'après-midi, le jeudi, il y aura des conférences et le lendemain matin, les tables rondes, un peu sur le même schéma qu'aujourd'hui. Mais le sujet, ça sera, cette fois-ci, la transition numérique, mais vue des professionnels, vue des praticiens. Ce que vous disiez, comment on fait pour partager les données un peu confidentielles, comment on s'organise, c'est vraiment un enjeu fondamental, ça. Donc il y a une loi cadre qui est en train d'être votée, qui est la loi sur la République numérique. Donc la commission paritaire mixte Sénat, Assemblée nationale, donc, a validé le projet. Donc c'est une question maintenant de semaines pour que cette loi soit votée. Et cette loi oblige les collectivités, les organisations à partager les données. Parce que c'est un des freins aujourd'hui de l'intervention. C'est chacun a ses données, ne veut pas les communiquer aux autres. Puis les systèmes informatiques sont cloisonnés. Donc dans cette transition numérique, les informations vont être partagées. Alors avec différents niveaux, ce qu'on nous disait tout à l'heure, il y a un niveau de base que tout le monde doit partager, puis après les informations plus confidentielles qui peuvent être partagées à des degrés plus fins, je dirais. Donc voilà, ces questions-là seront abordées à la Biennale du Design en 2017 à Saint-Étienne. Donc ce sera un événement national, puisqu'il sera en partenariat avec l'ADF et c'est le département de la Loire qui l'organise. Voilà, donc je vous invite à noter cette date dans votre agenda et venir réfléchir à cette question, mais vu de l'autre côté, ça fait bien celui des professionnels. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre présentation.